Alors, France Super. Emploi Domicile. Merci Flavie. Alors oui, on a dit qu'on était animatrice pour France Emploi Domicile, mais donc France Emploi Domicile, c'est quoi? Eh ben, c'est un numéro de téléphone gratuit qui s'affiche là à l'écran. Voilà. C'est un site internet également que je vais vous mettre dans le chat et c'est une équipe d'une vingtaine d'animateurs sur toute la France. Et donc, nous accompagnons en fait des personnes qui sont concernées par l'emploi à domicile entre particuliers. Donc, l'emploi à domicile entre particuliers, c'est lorsque un particulier embauche un autre particulier chez lui pour faire des tâches dont il a besoin. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'emploi direct et puis peut-être plus communément ce qu'on entend parler par l'emploi en CESU. Et donc, nous, en fait, France Emploi Domicile, on répond à des questions sur comment ça fonctionne, les droits, les obligations des particuliers employeurs et des salariés, l'accès à la formation, comment ça se passe en cas d'arrêt maladie, comment ça se passe en cas d'accident du travail. Voilà. Alors, au niveau du secteur de l'emploi à domicile, qu'est-ce que ça représente? Aujourd'hui, dans l'emploi à domicile, on compte 5,5 millions de personnes, dont 1,2 million de salariés du particulier employeur et 3,3 millions de particuliers employeurs. Parmi ces plus de 3 millions de particuliers employeurs, on recense 1 million de particuliers employeurs fragiles. Mais du coup, au niveau des salariés, c'est 3 salariés sur 10 qui accompagnent à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes en situation de handicap. Donc là, on prend bien conscience que effectivement, le secteur de l'emploi à domicile a une place, a un rôle à jouer dans le maintien à domicile des personnes fragiles. Alors peut-être maintenant au niveau des métiers, l'aide à domicile, ça recouvre l'entretien des espaces de vie déjà. Donc là, ça va être par exemple s'occuper du ménage, du linge de l'employeur, mais c'est aussi des gestes de l'aide dans les gestes de la vie quotidienne. Donc ça peut être par exemple aider un employeur à s'habiller, à se laver, à manger. Mais c'est aussi tout ce qui est petits travaux de bricolage et de jardinage. Par exemple, tondre une pelouse, changer une ampoule. Ça peut être aussi de l'aide administrative, par exemple, rédiger un document administratif ou gérer la prise d'un rendez-vous. En fait, c'est tout un ensemble d'activités qui peut permettre à un aidant de se dégager du temps pour prendre soin de sa santé, pour prendre du temps pour soi, pour partager en fait la charge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différents modes d'intervention, c'est-à-dire différentes manières de faire intervenir une personne chez soi pour nous aider dans notre quotidien. On a donc 3 modes d'intervention qui sont affichés là à l'écran. Il y a l'emploi direct, c'est ce dont on vous parle avec Mywen depuis le début. C'est une relation de travail entre 2 particuliers où on va avoir d'un côté un particulier employeur et de l'autre côté un salarié du particulier employeur. Et il va y avoir un contrat de travail entre ces 2 particuliers. Et ce qui est donc spécifique à cette relation de travail, la manière dont on reconnaît le plus facilement l'emploi direct, c'est que le salarié est déclaré par l'intermédiaire du CESU. Ça, c'est le premier mode d'intervention, c'est un de ceux dont on vous parle aujourd'hui. Ensuite, il y a le mandataire. Le mandataire, c'est pareil, une relation de travail entre 2 particuliers, mais il y a un autre acteur qui va intervenir, c'est justement la structure mandataire qui a pour rôle d'accompagner le particulier employeur dans son rôle d'employeur. Puisqu'il faut quand même le préciser, en emploi direct comme en mandataire, la personne qui a le besoin est un employeur avec des responsabilités employeurs. À la différence du prestataire, où là, c'est une structure qui va avoir ses propres salariés qu'elle va mettre à la disposition de ses clients. Ça veut dire que entre la personne qui a le besoin et la personne qui intervient au domicile de la personne qui a le besoin, il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de relation de travail. Et donc là, il n'y a pas de responsabilité employeur pour la personne qui a le besoin. Je mets un petit point d'honneur sur cette responsabilité employeur. Qu'est-ce que c'est? La responsabilité employeur, c'est le fait que l'employeur est responsable de son salarié et de la relation de travail qu'il a avec lui. Il doit donc faire attention déjà à la sécurité de son salarié, mais aussi il doit être informé sur le fonctionnement de la relation de travail et il va avoir une partie de gestion de l'administratif.
Dans la gestion de l'administratif, il y a tout ce qui est déclaration du salarié, mais aussi tous les documents, les quelques documents à remettre au salarié tout au long de la relation de travail. Cette gestion de l'administratif, elle est présente en emploi direct, mais pas en mandataire. Pourquoi? Parce que justement, c'est un des rôles du mandataire. Le mandataire est mandaté par le particulier employeur pour gérer cette partie administrative, donc tout ce qui est déclaration et tous les documents du type certificat de travail à remettre aux salariés en temps et en heure. Alors, bien sûr, je vous dis que le particulier employeur en emploi direct a cette gestion de l'administratif. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut avoir à l'esprit quand même, c'est que l'employeur peut être aidé dans sa relation de travail, puisque nous, France Emploi à domicile, on est là pour l'informer au long de sa relation de travail. Et en plus de cela, sur notre site internet, il y a des documents qui peuvent l'aider et l'accompagner. On a par exemple un modèle de contrat, mais aussi des outils comme un simulateur d'indemnité de licenciement. Voilà. Donc il y a quand même des aides. Donc ça, c'est ce côté responsabilité employeur. En fait, finalement, est-ce que j'ai la capacité d'être un particulier employeur? C'est la première question à se poser lorsque l'on choisit son mode d'intervention. La deuxième question à se poser, c'est celle du besoin de l'employeur. Est-ce que j'ai besoin d'un service qui soit continu? Pourquoi est-ce qu'il faut se poser cette question? Parce que, en fait, tout salarié en France a le droit à des congés payés. Ce qui veut dire que quel que soit le mode d'intervention, à un moment donné, le salarié va partir en congé payé. Et ce qui va différer, en fait, en fonction de chaque mode d'intervention, c'est qu'en emploi direct, si l'employeur a besoin de le remplacer, ça va être à lui de chercher un nouveau salarié. En mandataire et en prestataire, ce sont les structures qui vont tout mettre en œuvre pour remplacer le salarié. Donc, il y a vraiment cette question du besoin à se poser au moment du choix du mode d'intervention. La troisième question à se poser, c'est celle du coût de l'emploi à domicile. Puisque en emploi direct, l'employeur va payer le salaire de son salarié avec les cotisations annexes. Alors qu'en mandataire, ça va être la même chose, mais à cela, on va rajouter des frais de gestion. Et en prestataire, c'est une facture qui va être adressée du coup à la personne qui a le besoin, qui est donc le client du prestataire, et qui va inclure plusieurs points que je ne peux pas vous détailler puisque ça va dépendre des prestataires. Donc là, on ne peut que vous conseiller de comparer au niveau du coût de l'emploi ce que va donner la somme finale à verser. Bien évidemment, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, c'est-à-dire que si on vous fait des devis, demandez des devis sur une même durée, par exemple des devis au mois. Faites attention à ne pas avoir, par exemple, un devis d'un mandataire au mois, un devis d'un prestataire à la semaine et à comparer avec un salaire horaire de l'emploi direct. Voilà, essayez vraiment de comparer ce qui est comparable. Mais effectivement, il y a ce coût de l'emploi qu'il faut, c'est une question à se poser en sachant, et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit, mais Maïwenn va vous en parler tout à l'heure, que pour réduire le coût de l'emploi à domicile, et notamment dans notre secteur, il y a des aides financières qui sont proposées. La dernière question à se poser avant de choisir son mode d'intervention, c'est quel type de relation je veux avoir avec mon salarié. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Parce qu'en fait, en emploi direct et en mandataire, l'employeur va avoir le même intervenant puisqu'il a un contrat de travail qui le lie à cet intervenant. Donc, ça va être un intervenant unique. En prestataire, l'intervenant peut changer en fonction des décisions du prestataire. Donc, c'est pas forcément un intervenant unique. Et le fait d'avoir un intervenant unique, c'est important parce que derrière, cela permet d'avoir une relation privilégiée avec son salarié. Et cette relation privilégiée, elle est primordiale. On le sait puisque 75% en fait des salariés du secteur considèrent que la relation de confiance entre l'employeur et le salarié est un des avantages majeurs dans ce mode d'emploi. Donc voilà, c'était le petit point à faire avec les questions primordiales à se poser lorsque l'on choisit son mode d'intervention. Et les aides financières? Alors, pour les aides financières, le particulier employeur qui embauche, il peut bénéficier de différentes aides financières. Les plus connues, ça va être l'APA, donc l'aide personnalisée d'autonomie. Donc ça, cette aide-là, c'est pour les personnes de plus de 60 ans qui ont besoin d'aide dans leur vie quotidienne. Et cette aide, en fait, elle est gérée par le conseil départemental.
Il y a également la PCH. Alors la PCH, c'est la prestation de compensation du handicap pour les personnes de moins de 60 ans en situation de handicap. Et là, c'est la MDPH qui gère cette aide-là. Donc la maison départementale, des personnes handicapées. L'APA et la PCH, en fait, elles vont prendre en charge des prestations qui sont bien spécifiques. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous interroge, nous, on vous conseille directement d'interroger en fait le conseil départemental et la MDPH qui sauront vous renseigner. Une autre aide qui existe pour tous les particuliers employeurs, c'est le crédit d'impôt. Alors le crédit d'impôt, ça va permettre de réduire de moitié le coût de l'embauche d'une personne à son domicile. Et il y a également les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale. Donc ça dépend de la situation personnelle, de l'âge du particulier employeur. Donc, si vous accompagnez une personne et vous ne savez pas trop s'il peut bénéficier de ces exonérations-là, il existe un simulateur. Là aussi, je vais vous mettre le lien directement dans le chat, comme ça, vous l'aurez. Et donc, vous pourrez faire directement la simulation en fonction de la situation du particulier employeur que vous accompagnez. Maïwenn, je me permets de vous couper rapidement parce qu'on a eu une question. Ah, peut-être que ça va être en lien avec le prochain slide. J'y vais tout de suite alors, en tout cas. C'est Sarah qui nous dit que dans son département, en Seine-et-Marne, on lui a dit qu'on ne pouvait pas cumuler le CESU avec la déduction d'impôt et l'APA. C'est sur le reste à charge, oui. D'accord. Alors. Tu as la prochaine slide de visible là, Maïwenn? Oui, c'est bon. Okay. Oui. Alors, une aide aussi pour certains particuliers employeurs, il y a ce qu'on appelle les chèques CESU préfinancés. Donc ça, des particuliers employeurs peuvent en avoir. Et donc, c'est un moyen de paiement et ça permet de payer, si on en a, une partie du salaire du salarié ou l'intégralité du salaire du salarié. Donc, c'est octroyé par certains conseils départementaux dans le cadre de l'APA. Ça peut être aussi des mutuelles, des caisses de retraite. Et ça peut être aussi certains comités d'entreprise. Là, c'est quand le particulier employeur est encore actif. Donc, ça ressemble à un ticket, là, comme vous voyez apparaître à l'écran. Et ça fonctionnerait un peu comme peut fonctionner un ticket restaurant, en fait. Ça, c'est les chèques CESU préfinancés. À ne pas confondre avec le CESU déclaratif. En fait, CESU, ça veut dire chèque emploi-service universel, mais il existe deux types de CESU. Il y a des chèques CESU préfinancés, dont je viens de parler, soit on en a, soit on n'en a pas. Si on n'a pas de chèque CESU préfinancé, on va rémunérer son salarié différemment. Par virement, par chèque, etc. Et il existe donc le CESU déclaratif. Et là, le CESU déclaratif, c'est obligatoire à partir du moment où on embauche un salarié à son domicile. Il faut le déclarer. C'est un service de l'URSSAF. Et donc, ça, c'est le CESU déclaratif. Donc, il est bien important de distinguer les deux. Chèque CESU préfinancé, un moyen de paiement. Et le CESU déclaratif, c'est un service de l'URSSAF. Et il y a une question qui a été posée. Comment on peut le CESU préfinancé, qu'est-ce qui fait qu'on peut l'avoir ou pas? Eh bien, il faut faire la demande, en fait, auprès de sa mutuelle, d'une caisse de retraite, auprès de l'APA, du conseil départemental. Il y a certains conseils départementaux qui versent l'APA en chèque CESU préfinancé. Tout dépend de là où on habite. Et puis après, en fonction des mutuelles, en fonction des comités d'entreprise, il faut les demander. Il faut faire la demande. Soit ils en proposent, soit ils n'en proposent pas. En sachant que le CESU préfinancé, ce n'est pas une obligation pour rémunérer son salarié. Là, on vous a mis cette diapo pour vous montrer qu'il y a une différence entre le CESU préfinancé et le CESU déclaratif. Mais un employeur peut tout à fait rémunérer son salarié en lui faisant un virement bancaire ou un chèque de son chéquier personnel. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un CESU préfinancé pour pouvoir avoir un salarié en emploi direct. Je vois juste qu'il y a pas mal de questions sur les CESU préfinancés. Le CESU préfinancé est un moyen de paiement.
à bien distinguer du CESU déclaratif, où le CESU déclaratif, c'est bien un outil. Lorsqu'on embauche à son domicile, en emploi direct, il faut déclarer le salarié, c'est obligatoire. Le chèque CESU préfinancé est un moyen de paiement. On peut l'utiliser pour payer son salarié si on en a. Je ne sais pas si c'est bien clair la différence entre les deux. Ouais, c'est pour ça qu'on voulait vous faire ce point, cette différence entre CESU préfinancé et CESU déclaratif. C'est que bien souvent, on a tendance à croire que du moment où on donne un chèque CESU préfinancé, le salarié est déclaré. Pas du tout. Lorsque l'on paye son salarié par l'intermédiaire d'un CESU préfinancé, il faut aller déclarer son salarié quand même derrière. Donc, on a une différence vraiment avec le CESU déclaratif qui est l'outil du CESU pour déclarer son salarié, qui est notamment accessible sur le site internet du CESU. Et ça, c'est une démarche à effectuer tous les mois entre le 25 du mois en cours et le 5 du mois suivant. C'est une démarche qui prend 5 minutes. Il y a 4 questions posées du type nom du salarié, nature de l'activité, nombre d'heures effectuées sur le mois à déclarer et tarif horaire. On valide, c'est fini. Voilà. Je ne sais pas si c'était plus clair du coup. Moi, j'ai mieux compris. Ouais. Ok. Il y a quelqu'un, il y aura d'autres questions, mais je les passerai après. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, il y a quelqu'un qui demande s'il y a une limite de nombre d'heures pour le CESU préfinancé. Pas à ma connaissance. D'accord. Je ne sais pas, Maïwen, si tu as entendu parler d'une limite d'heures. Non, ce sont des montants donc sur le CESU préfinancé. Donc, il y a Sarah qui nous dit à l'inverse, on pense avoir payé son salarié alors qu'on l'a juste déclaré. Oui. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans ces détails-là, mais en effet, il faut bien penser à déclarer le salarié, même si on le paye avec des chèques CESU préfinancés. Ça ne dispense pas cette déclaration. Et à l'inverse, quand on déclare son salarié sur le site, si on n'a pas adhéré au service CESU Plus de l'URSSAF, on va vous en parler, enfin, je vous en parle après si vous voulez, effectivement, il faut penser à le rémunérer en plus. Le service CESU Plus, je crois qu'on l'aborde pas, Maïwen, après. Non, donc le service CESU Plus, en fait, c'est l'idée d'adhérer donc à ce service. Ça permet à l'employeur de n'avoir plus qu'à déclarer son salarié, et une fois que la déclaration est faite, c'est le CESU qui va aller prélever sur le compte de l'employeur tout ce qui est à prélever et qui va reverser au salarié son salaire et à l'administration fiscale tout ce qui doit lui être reversé. C'est facilitateur. De toute façon, dites-vous bien que dans le secteur de l'emploi à domicile entre particuliers, tout est fait pour faciliter les choses aux particuliers employeurs, puisqu'on a affaire à un particulier et pas une personne formée dans les ressources humaines. Et rapidement, il y a une personne qui demande quelles sont les caisses de retraite qui peuvent délivrer des chèques CESU. Et s'il existe une liste, à ma connaissance, en tout cas, il n'existe pas de liste, mais beaucoup de caisses de retraite le font. Voilà, je ne sais pas, Flavie et Maïwen, si vous avez des compléments sur... On n'a pas de liste sur les caisses de retraite, mais une fois de plus, moi, je souhaite un petit peu insister là-dessus. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un CESU préfinancé pour rémunérer son salarié. Donc, ne cherchez pas à tout prix à courir après des CESU préfinancés, d'autant plus que vous le voyez là, sur les CESU préfinancés, il y a un montant qui est défini. Là, c'est 15 €. Imaginons, je dois payer 35 € mon salarié. Il se passe quoi? Je donne 2 chèques de 15 € et après, je lui fais un virement de 5 €. Donc, vous voyez, ce n'est pas une nécessité. Les CESU préfinancés, c'est intéressant quand de fait, vous les avez par un conseil départemental, par un comité d'entreprise ou ce genre de choses. Sinon, ne courez pas après, c'est pas nécessaire. Vous pourrez quand même rémunérer votre salarié sans CESU préfinancé. Et avant qu'on passe à la suite, je prends 2 autres points. Michel nous demande, et les CESU dématérialisés, c'est le même principe que les... Ouais, ok. Ouais, c'est le même principe. En fait, vous avez un compte sur CRCESU, vous avez du coup un montant sur votre compte CRCESU et vous allez rémunérer le salarié depuis ce compte-là. Mais pareil, ça veut dire que derrière, il faut aller déclarer son salarié. Hein. Attention. Et enfin, avant de passer à la suite, Nathalie qui nous demande, le crédit d'impôt est-il valable uniquement en emploi direct ou également via mandataire et prestataire? Françoise nous dit que oui. Oui. Vous confirmez? Oui. Crédit d'impôt valable dans tous les modes d'intervention. Ok.
On passe à la suite. J'ai noté les autres questions qu'on n'a pas encore traitées, que je propose qu'on traite à la fin. D'accord. Alors, quels sont vos conseils pour que cela se passe bien? Quelles erreurs on doit éviter quand on est en emploi direct? Alors, le premier conseil, c'est de bien se renseigner sur le fonctionnement de la relation de travail. J'en ai parlé tout à l'heure. L'employeur a une responsabilité d'employeur. Il y a une responsabilité d'employeur. Il faut savoir, pour se renseigner, c'est pas, on existe. France Emploi Domicile est là et du coup, on est vraiment là pour informer le particulier employeur ou le salarié du particulier employeur ou toute autre personne juste qui s'interroge sur la relation de travail déclarée en CESU. Et en plus de ça, sur notre site internet, il y a, je le redis, voilà, pas mal d'outils, de documents à utiliser tout au long de la relation de travail. Le deuxième conseil, c'est effectivement donc d'avoir conscience que lorsque l'on est particulier employeur, on a cette responsabilité d'employeur et que du coup, on est responsable d'un salarié et que du coup, voilà, il faut qu'on soit renseigné. Ça va avec mon premier point. Le troisième conseil, et là, on rentre dans du pratico-pratique, c'est de rencontrer son salarié avant de l'embaucher, avant de le recruter. Donc, on fait un entretien. Si possible au domicile du particulier employeur, comme ça le salarié en plus voit son futur lieu de travail, ils peuvent voir un petit peu les attentes et les besoins de chaque côté et faire un point. Et durant cette rencontre, notamment, ils pourront parler également du salaire. Et ça, c'est le prochain conseil, c'est de parler du salaire proposé souhaité par le salarié et de voir si ce salaire inclut la majoration des 10% au titre des congés payés. Alors, je m'arrête 2 minutes sur cette majoration des congés payés pour pas vous perdre. Je vous l'explique. En fait, dans le secteur de l'emploi à domicile, le salaire du salarié est majoré de 10% au titre des congés payés. Pourquoi? Je vous l'ai dit, l'objectif du secteur, c'est de faire en sorte que la relation de travail soit très facile pour l'employeur. Donc, quand on majore le salaire de 10% pour les congés payés, ça veut dire que lorsque le salarié part en congé payé, l'employeur ne se pose pas de questions. Juste, il ne maintient pas la rémunération puisque les congés payés ont déjà été payés pendant la rémunération des mois précédents avec cette majoration de 10%. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. On se pose bien toutes ces questions pendant la rencontre avec le salarié sur les congés payés, sur le fonctionnement de la relation de travail. Jours fériés, est-ce qu'ils vont être travaillés ou non? Voilà, on fait vraiment un tour global de ce dont on a besoin. Le prochain conseil, et il est non négligeable, c'est de rédiger le contrat de travail. Quel que soit le nombre d'heures effectuées par le salarié au cours de la semaine ou du mois, peu importe, on rédige le contrat de travail. Pourquoi? Parce que c'est une protection pour l'employeur et pour le salarié. Cela sécurise la relation de travail. Ça pose les bases, en fait. C'est dans ce contrat de travail que va être mentionné tout ce qui s'est dit pendant l'entretien et tout ce que l'on attend de la relation de travail. Alors, faut pas avoir peur du contrat de travail. Il y a des modèles et notamment sur notre site internet, on met à votre disposition le modèle qui est présent dans la convention collective. La convention collective, qu'est-ce que c'est? C'est le texte qui réglemente la relation de travail dans l'emploi à domicile entre particuliers. Eh bien, dans cette convention collective, ils ont mis un modèle de contrat de travail que l'on vous met, nous, sur notre site à disposition. Pourquoi est-ce qu'on choisit celui-là plutôt qu'un autre, en dehors du fait que ce soit celui de la convention collective? C'est parce que il est très complet et très bien fait. Dans ce modèle de contrat de travail, vous allez retrouver tout le fonctionnement de la relation de travail. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez fait vos recherches parce que vous allez être particulier employeur, vous avez vos recherches sur notre site internet et tout, puis au moment où vous rédigez le contrat de travail, vous vous dites, mince, j'ai oublié de poser telle question, eh bien, il y a fort à parier que la réponse sera dans votre contrat de travail, puisqu'il y a des parties de la convention collective qui sont écrites. Exemple, les jours fériés, vous vous dites que votre salarié intervient sur les jours fériés. Comment se passe la rémunération des jours fériés? Eh bien, ça, c'est écrit dans le contrat de travail. Le fonctionnement est écrit. Donc, vous voyez, c'est vraiment une aide et un guide à la relation de travail. Donc, très important, le contrat de travail. Et le dernier point, le dernier conseil que je peux vous donner, et on l'a dit, on va réinsister là-dessus, c'est de penser à déclarer son salarié entre le 25 du mois en cours et le 5 du mois suivant, et ne l'oubliez pas. C'est important, ne pas déclarer son salarié, c'est illégal, mais en plus, déclarer son salarié, ça permet, en temps et en heure, ça permet d'avoir une bonne relation de travail qui soit sereine avec son salarié.
Flavie? Oui. Je profite, je pense que c'est le bon moment pour quelques questions sur ce qui vient d'être dit. Juste le contrat, là, celui que vous montrez, il est sur France Emploi Domicile? Oui, tout à fait. J'ai mis le lien dans la conversation également. Vous l'avez. Super. Parfait. Il y a une personne qui demande si quid si une personne au lieu des 10%, elle préférerait avoir du temps. Ah, c'est pas possible. Enfin, comment ça, du temps? On parle de congés payés. Donc, en fait, il faut savoir que les congés payés, c'est une obligation. Un salarié du particulier employeur, comme n'importe quel autre salarié, en France, va acquérir, du moment où il a travaillé sur un an, il va acquérir 30 jours ouvrables de congés payés. Donc, du coup, quoi qu'il arrive, il faut qu'il pose ses congés payés. C'est une obligation. On n'a pas le droit de ne pas les poser. Oui, ok. J'ai compris. Comment faire pour fixer comment on fait pour fixer le prix? Sur quel référentiel se baser? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre secteur, il y a un minimum conventionnel. Je vais le prendre différemment. En France, on a le SMIC. Dans notre secteur, on a le minimum conventionnel qui est un salaire minimum en dessous duquel le salarié n'a pas le droit d'être rémunéré. Vous avez la grille des salaires minimums conventionnels sur notre site internet. Donc déjà, la base, c'est de savoir que il y a un seuil en dessous duquel, qui est propre au secteur de l'emploi à domicile, en dessous duquel l'employeur n'a pas le droit de rémunérer son salarié. Ensuite, généralement, ce qui se passe sur le terrain, c'est que le salarié sait déjà combien il va demander. Donc déjà, commencer à en discuter avec lui, peut-être laisser plusieurs salariés vous contacter pour voir quels sont leurs tarifs dans le secteur et se renseigner sur le salaire horaire net moyen pour le métier exercé. Donc ça, vous pouvez nous appeler pour avoir le salaire horaire net moyen. Mais attention, parce que là, je vous parle du salaire horaire net moyen, mais en fonction de où vous habitez, cela peut varier. Hein. Les salaires demandés peuvent varier. Ça marche. Ensuite, les questions traitent plutôt des absences et problèmes d'hospitalisation. Du coup, on y vient. Oui, on y vient. Ah, juste sur les coûts, il y a quelqu'un Marion nous demande, en plus du coût horaire et des 10%, y a-t-il des charges qui doivent s'ajouter? Et faut-il prévoir la médecine du travail? Alors, il y a les cotisations, bien sûr, à prévoir. En ce qui concerne la médecine du travail, il y a actuellement un service de santé au travail. On vous renvoie du coup directement vers eux. Si jamais vous avez des questions sur la santé au travail, je sais pas, Maïwen, si tu as le lien de leur site internet. Oui, je vais le mettre. Et puis, concernant je me permets d'ajouter que concernant les charges qui s'ajoutent, le simulateur dont je vous ai parlé tout à l'heure vous permet de calculer le coût de l'emploi. Donc, en fonction de votre situation. Et ça peut être intéressant donc de voir à combien ça revient au final. Super. Je vous laisse poursuivre, Flavie. Ou Maïwen. Je continue du coup, Flavie. Donc là, on était parti plutôt sur des conseils pour bien gérer la relation employeur-salarié. Et donc, on vous a proposé en fait 2 outils. Le premier, c'est la fiche de suivi qui va permettre de noter les heures de présence du salarié, qui va permettre de noter, par exemple, si tout de suite la Flavie parlait des congés, à combien de semaines de congés le salarié a-t-il pris? Ça permet de le noter, d'avoir un support pour s'y retrouver, ses absences. Et donc là, vous avez un modèle sur la convention collective, si vous souhaitez vous en inspirer. Ça peut être un outil qui permet de communiquer au mieux avec le salarié. Et on vous a mis également un modèle de carnet de transmission. Alors le carnet de transmission, comme son nom l'indique, ça sert à transmettre des informations importantes en fait entre les différentes interventions chez le particulier employeur. Donc ça peut être par exemple des consignes pour les repas, des consignes pour le coucher, pour la sécurité générale en fait du particulier employeur. Ça peut être aussi quelles sont les tâches qui ont déjà été effectuées, quelles sont les tâches restantes, l'état moral de la personne aussi, qui permet vraiment de créer du lien et de communiquer entre les différents intervenants. Là aussi, on vous met un exemple
dans le chat que vous puissiez regarder à quoi ça ressemble. Et enfin, Annie, on vous enverra les documents. Pardon. Oui. Pour Annie qui dit qu'on n'arrive pas à lire, vous recevrez le support à ce moment-là, et on vous met les liens des documents. Et on vous met les liens des documents. Pardon, Maïwenn. Et je vais vous montrer aussi directement sur notre site internet. Hop. Donc, sur France Emploi Domicile. Où est-ce que vous pouvez retrouver l'info? Là, Flavie, ça marche bien? Oui. Ouais. Donc, vous allez sur notre site internet France Emploi Domicile. Vous allez dans la rubrique Nos services, les services particuliers employeurs. Et vous avez ici un ensemble d'outils qui peut vous permettre justement de bien gérer la relation de travail. Donc des guides pratiques, des modèles de documents, la grille de salaire dont on parlait tout de suite, la convention collective dont a parlé Flavie, les simulateurs du coût de l'emploi, simulateurs des métiers. Vous avez ici donc tout un ensemble d'outils qui peut vous accompagner. Et donc là, c'est bien sur le site internet, dans la rubrique Nos services, les services particuliers employeurs. Alors, il y a une question qui se pose aussi, c'est celle de l'assurance. Est-ce que en tant que particulier employeur, je dois m'assurer? Eh bien, la réponse est effectivement, lorsque vous recrutez un salarié qui interviendra chez vous, on vous conseille, même il faut contacter son assurance habitation pour pouvoir les prévenir en fait de la venue de votre salarié. Pourquoi? Parce que si jamais il y a de la casse à votre domicile durant l'intervention de votre salarié, que votre salarié casse quelque chose, eh bien c'est l'assurance habitation de l'employeur qui prend la relève et qui s'en occupe. Alors, concernant les absences dont on parlait tout de suite, alors si c'est une absence du salarié, donc un arrêt maladie par exemple, si le salarié tombe malade, là, le particulier employeur, il n'a rien à faire, mis à part récupérer l'arrêt maladie du salarié. Là, c'est au salarié eh bien, de faire des démarches auprès de la CPAM pour toucher des indemnités. Le salarié a le droit également à des congés pour événements familiaux. Les congés pour événements familiaux, ça va aller d'une demi-journée à 9 jours maximum pour, ça va être mariage, naissance, Pacs, décès d'un proche, entrée dans la nationalité française, par exemple. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, le salarié doit présenter un justificatif à son employeur et l'employeur doit maintenir la rémunération. Et le dernier type de congé, ça va être les congés pour convenance personnelle. Ça, c'est du congé sans solde. Le congé sans solde, eh bien, c'est comme ça fonctionne comme partout. Donc là, c'est le particulier employeur. S'il est d'accord pour ces congés sans solde, eh bien, il n'a pas à maintenir la rémunération. Par contre, s'il refuse les congés sans solde, le contrat doit se poursuivre comme ce qu'il avait été convenu au départ. Et j'ai vu passer une question notamment sur l'hospitalisation de l'employeur. Donc, en cas d'imprévu du côté employeur cette fois-ci, eh bien là, l'hospitalisation, c'est considéré comme une absence non prévue par le contrat de travail et donc il faut maintenir la rémunération. Après, par contre, si on voit que l'hospitalisation dure, eh bien, il faudra penser à mettre fin au contrat. Il faudra réfléchir à cette solution-là si l'hospitalisation dure dans le temps. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie d'absence? Il me semblait, Marguerite, que vous disiez que vous aviez mis des questions de côté. Il y a eu plusieurs questions, mais du coup, Maïwenn, vous y avez répondu. Il y a quelqu'un qui explicitait effectivement le cas d'une durée, qui disait, mais si cette hospitalisation dure 3 mois, comment on fait? Et là, par exemple, Norma nous demande est-ce qu'il y a un délai? C'est-à-dire un délai? Un délai au travers duquel on peut mettre fin, j'imagine. Julie qui nous demande et du coup, comment on met fin à ce contrat?
Eh bien, si vous avez besoin d'être accompagné vraiment pour des questions spécifiques, on va vous donner à la fin vraiment des bons contacts, la plateforme pour qu'on puisse répondre vraiment précisément à vos questions. Parce que la fin d'un contrat de travail, c'est possible une démission, c'est possible un licenciement, c'est possible une fin de contrat liée au décès de l'employeur, par exemple, c'est possible de faire une rupture conventionnelle. Donc là, en fait, il faudrait pouvoir savoir un petit peu plus d'informations, avoir un petit peu plus d'informations sur le cas précis pour être bien pertinente et bien répondre à votre question. J'en prends une juste là, après, voyez si vous pouvez y répondre. Est-ce que le maintien de salaire s'applique à tous les cas? Là, on parle d'emploi direct, mais est-ce que c'est aussi le cas pour les services mandataires? Alors, dans le service mandataire, oui, puisque du coup, le cadre légal est le même. C'est la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Par contre, pour le prestataire, c'est tout à fait différent puisqu'on est sur une entreprise avec une convention différente et un code et des contrats de travail différents. Donc là, on peut pas vous dire. D'accord. Oui, je vous laisse poursuivre. Et après, on a une série de questions plus du côté qui on peut prendre selon quelles conditions, les formations, les agréments, etc. Mais j'y viens après. Là, on voulait faire un point sur le côté, comment on fait, comment on s'assure que tout se passe bien lorsqu'on est un aidant. La première chose à faire, si vous passez par, si l'aidant la personne que vous accompagnez, passe par un mandataire, là, le mieux, c'est de contacter directement le mandataire qui fera le lien avec le salarié. Mais si vous passez par, si la personne que vous accompagnez passe par de l'emploi direct, là, ce qu'il est vraiment important de faire, c'est de maintenir le contact avec le salarié. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il est possible de faire un carnet de liaison, un carnet de transmission. Il y a aussi beaucoup d'aidants qui fonctionnent avec des groupes WhatsApp entre les différents intervenants, par exemple aides-soignants, salariés à domicile, infirmiers qui interviennent au domicile du particulier employeur. Il y a des aidants qui fonctionnent en communiquant grâce à un groupe WhatsApp, mais c'est en fonction de ce qui vous convient le mieux. Mais il est aussi très important de connaître les règles dans cette relation d'emploi qui est bien spécifique. Et pour cela, nous on fait des réunions en région très très régulièrement, voire presque quotidiennement si vous regardez notre agenda. Donc, en fonction de votre lieu d'habitation, on peut tout à fait se rencontrer lors de réunions sur l'emploi à domicile en CESU. Mais ça peut être aussi des webinaires. On en a fait deux, un plutôt pour les employeurs et un autre pour les salariés, que vous pouvez regarder en replay et qui informent justement sur les règles, sur les obligations des salariés et des employeurs. Alors, bien souvent aussi, on nous pose la question du type, voilà, j'ai un désaccord avec mon employeur ou mon salarié, je ne sais pas comment le résoudre ou quoi faire. Eh bien, si jamais à un moment donné ça doit arriver, il y a sur notre site internet un service qui s'appelle la commission dialogue. La commission dialogue, c'est vraiment dans l'objectif de résoudre un désaccord. En fait, c'est un service où on va proposer à l'employeur et aux salariés de se retrouver sur un temps d'1 heure en visio et d'être accompagnés chacun par un représentant. Donc, il va y avoir un représentant employeur et un représentant salarié, tous deux experts de la convention collective et formés à la médiation, qui vont pouvoir en fait tenter de résoudre ce désaccord sur 1 heure de temps. Donc voilà, il y a 4 personnes finalement autour de cette table virtuelle qui pendant 1 heure discutent pour résoudre ce désaccord. C'est un service qui est complètement gratuit et donc à saisir en ligne sur notre site internet. Mais si jamais ce désaccord se transforme en quelque chose d'un tout petit peu plus important, ce qu'il faut savoir, c'est que le particulier employeur, les particuliers employeurs ont un représentant qui s'appelle la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs. Ce représentant a vraiment pour rôle de représenter les particuliers employeurs au quotidien. Au même titre que les salariés ont des syndicats, eh bien, les particuliers employeurs ont un représentant qui est donc la FEPEM.
Et du coup, chaque particulier employeur a la possibilité d'adhérer à la FEPEM pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement dans leur relation de travail et si tant est qu'il y ait à un moment donné un conflit plus important, voire même bénéficier d'un accompagnement juridique. Donc justement, on vous parlait des bons contacts et voilà, ça vous permet d'avoir un petit récapitulatif de toutes les structures que l'on a mentionnées. Donc France Emploi Domicile, eh bien c'est nous. On vous a mis la plateforme qui est gratuite, donc vraiment pour des questions générales sur l'embauche d'un salarié, en CESU, le contrat, la fin de contrat, l'arrêt maladie, l'accident du travail. Ça, n'hésitez pas à nous appeler. Pour tout ce qui est accompagnement juridique, si la personne que vous accompagnez a vraiment besoin qu'on analyse son contrat, il y aura besoin d'un juriste. Donc là, c'est la FEPEM, Fédération des particuliers employeurs. Vous avez également le numéro qui est gratuit. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise à téléphoner ou envoyer un mail, il est possible de rencontrer aussi une personne en présentiel en fonction de là où vous habitez. On travaille en partenariat avec des espaces France Emploi Domicile, donc sur toute la France. Je vais vous montrer comment les retrouver. Donc là, ce sera le même niveau d'information que sur la plateforme France Emploi Domicile, de l'information de premier niveau. Donc vous allez sur le site franceemploidomicile.fr, vous descendez là où il y a la carte de France et vous mettez votre code postal. Donc là, si par exemple on met 44, eh bien, vous retrouverez tous les espaces France Emploi Domicile vers qui vous pouvez aller pour rencontrer une personne en présentiel et poser ces questions-là. Il y a plusieurs questions, Maïwenn, qui demandent de rappeler France Emploi Domicile. Finalement, est-ce que vous êtes unique en France? Quel type de structure vous êtes? Est-ce que vous êtes USO, un service de l'État et qui vous finance? Voilà. Alors, on a été créé par différents partenaires. Donc, il y a la FEPEM dont a parlé Flavie, Fédération des particuliers employeurs, l'IRSEM, qui est le groupe de protection sociale des salariés qui travaillent dans le secteur, et Hyperia, qui s'occupe de tout ce qui est formation, professionnalisation, etc. Il y a également d'autres partenaires, toute une liste, mais je ne vais pas vous la faire, dont les syndicats de salariés, par exemple. Merci. Et on vous a mis aussi à la fin le numéro du CESU pour toutes les questions qui portent sur l'interface CESU, la déclaration, où là, dans ces cas-là, vous aurez une réponse avec le CESU directement, en fait, qui auront accès à votre compte. Merci. Ah, vas-y, je vous laisse finir. Alors, bon, du coup, je pensais que Maïwenn allait se lancer. Donc là, on vous a mis un QR code à flasher pour vous permettre, en fait, de vous inscrire à notre newsletter si jamais vous avez envie d'avoir justement toute l'actualité du secteur qui tombe tout droit dans votre boîte mail. Eh bien, c'est le moment de flasher ce QR code puisque on vous renseigne, voilà, par ce biais-là notamment. Super. Je vais essayer de rebondir sur les différentes questions qu'on a eues. Maïwenn, on demande sur quel territoire vous intervenez. Alors, je rappelle que vous êtes en Bretagne, vous, mais que sur le site, on peut retrouver à Rennes, mais sur le site, on peut retrouver toutes les implantations, tous les interlocuteurs, tels que vous l'avez montré tout à l'heure. Il y a une personne qui nous a demandé quoi faire. Est-ce qu'il y a une et j'ai peur que vous l'ayez évoqué, mais comme je suis le chat en même temps, quid si blessure de la personne qu'on emploie? Est-ce qu'il y a une assurance à prendre? Alors, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance à prendre si la personne, donc le salarié, se blesse sur son lieu de travail. C'est un accident du travail. Donc, on bascule sur une procédure d'accident du travail. Donc, aller voir le médecin. L'employeur doit déclarer l'accident du travail. Je l'ai plus tout à fait en tête, mais on peut revenir vers vous avec, sauf si Maïwenn, tu as la procédure entière en tête.
Oui, il faut remplir une déclaration d'accident du travail et une fiche d'accident du travail qui va permettre aux salariés de ne pas avoir à avancer les frais médicaux qui sont liés à cet accident du travail. Et ensuite, le jour de l'accident, il faut maintenir la rémunération, mais à partir du lendemain de l'accident du travail, eh bien là, c'est la CPAM, donc la Sécurité sociale, et l'IRSEM qui prennent en charge la rémunération du salarié. Est-ce que ça répond? Michel nous demandait, oui, je pense, enfin, je laisserai la personne, mais je n'ai pas noté son nom, nous retire. Il y a Michel qui nous demandait si elle, ou en tout cas une personne, travaille en tant que prestataire, est-ce qu'elle peut aussi cumuler un travail en CESU direct? Oui, les deux possibilités sont cumulables, tout à fait. Alors, quand même, Ok. avoir avec la structure prestataire qu'il n'y ait pas une clause dans le contrat de travail du salarié l'interdisant. Mais nous, en tout cas, dans notre secteur, on n'interdit pas à des salariés en CESU de travailler auprès d'un prestataire. D'accord. Juste avant, sur l'incident du travail, Catherine nous demande où est-ce qu'on peut se procurer cette fiche. Alors, si jamais Maïwen, avec tous les liens que vous nous envoyez, vous en avez un. Oui, je vous trouve ça tout de suite. Moi, c'est sur le site Amélie, le site de la CPAM. Super. Ah, et puis le formulaire en ligne à remplir pour Pôle emploi, eh bien, c'est Pôle emploi. Mais Pôle emploi, ça s'appelle France Travail maintenant. Donc, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas trouvé. Donc, France Travail, vous pouvez vous renseigner directement avec eux. Et ne pas confondre France Travail et Frédéric... France Emploi Domicile. Oui. Frédéric nous demande s'il faut un agrément du CD pour être employé direct. Il faut, ou en emploi direct. Un agrément du conseil départemental. Pour être salarié du particulier employeur, non, il n'y a pas besoin d'agrément du conseil départemental. Non, pas besoin. Pas besoin. En fait, pour devenir salarié du particulier employeur, il n'y a pas besoin non plus de diplôme pour entrer dans le secteur. Par contre, ce qu'il faut savoir, j'allais y venir, c'est que la formation est accessible dans le secteur. Dès la première heure déclarée, tous les salariés ont le droit à 58 heures de formation par an gratuite. Donc ça, c'est très intéressant. Si un salarié souhaite se former avant d'être dans le secteur, il peut également mobiliser son CPF pour rentrer dans le secteur et voir aussi avec France Travail, du coup, quelles sont les possibilités. On nous a demandé s'il existait des formations spécifiques pour pouvoir s'adapter à une pathologie, autisme, pathologie rare, ou pour faire des actes spécifiques. Oui, effectivement, Hyperia, du coup, qui s'occupe de tout ce qui concerne la professionnalisation des salariés, a labellisé justement des formations sur le secteur, dont des formations sur les pathologies et tout ça. J'ai vu que le lien d'Hyperia est passé là dans le chat. N'hésitez pas à aller voir directement tous les modules qui sont proposés, toutes les formations qui sont proposées. Merci beaucoup. On nous demande aussi pour la question des courses. Est-ce qu'il faut un agrément pour pouvoir avoir les moyens de paiement de la personne? C'est ce que j'ai compris dans le chat. Je pense que la question est, est-ce qu'il faut une autorisation pour pouvoir prendre peut-être l'argent de l'employeur pour aller faire les courses à sa place? On laisse certainement ça. Ouais, on laisse toujours une trace écrite. L'employeur a tout intérêt effectivement à laisser une trace écrite de la somme qu'il donne à son salarié pour aller faire les courses, et le salarié revient avec le ticket de caisse, bien évidemment, pour faire le point sur ce qui a été dépensé comparé à ce qui a été donné. Merci beaucoup. Il y a eu plusieurs questions sur les proches aidants. Est-ce qu'ils peuvent être employés directs et selon quelles conditions? Employés de leurs proches, j'entends. Je te laisse la parole un peu, Maïwen. Là, la règle, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient sur le même foyer fiscal pour pouvoir embaucher son salarié. Et après, en fonction de l'aide aussi, si c'est l'APA, la PCH, il y a aussi différentes règles en fait. Il faut pouvoir se retourner directement auprès de la MDPH et de l'APA pour poser cette question-là sur les proches aidants. Je ne sais pas si tu peux compléter, Flavie. Non, tu as été suffisamment complète. Vanessa nous demandait comment faire pour trouver quelqu'un en emploi direct. Est-ce qu'il existe des listes?
Alors, justement, là, il y a différentes possibilités. La première et celle qui fonctionne le mieux, c'est le bouche à oreille, hein. En parler autour de soi, à son voisinage, son entourage. Déposer des petites annonces aussi, ça fonctionne encore très bien. Et après, il existe une multitude de sites. Donc là, c'est à se renseigner en fait sur tous les sites qui existent, hein. Le CESU, c'est possible. Il y a un site du CESU qui fait de la mise en relation. Il y a France Travail qui en fait également. En fait, il en existe une multitude. Jacques nous conseille Facebook. Oui, vigilance tout de même. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de salariés qui passent par Facebook, les groupes, par exemple, Travailler à Lorient ou autre. Vigilance quand même parce que c'est Facebook, donc il y a un peu de tout. Et on nous a demandé aussi pour le CPF, comment faire pour voir son propre CPF? Est-ce que l'employeur peut voir le CPF de son employé? Je pense pas que l'employeur puisse voir le CPF de son employé. Ça, c'est une question à poser directement auprès du CPF. On n'aura pas de réponse à vous apporter. Et Jessica nous demande si la question de la formation, ça vaut aussi alors, pardon si vous n'avez pas la réponse, mais est-ce que ça fonctionne aussi en mandataire? Oui, tout à fait. Ça fonctionne aussi en mandataire. Ok, alors attendez. J'essaye, je crois que je commence à avoir écumé pas mal de questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas. Ouais, ça va vite. Comment faire pour fixer un taux horaire? C'est bon. Ah oui, oui. Une personne nous demandait pour le crédit d'impôt, on y revient. Est-ce obligé d'attendre la déclaration de ses revenus, etc. pour le faire, ou il y a une démarche pour pouvoir le faire au moment de l'embauche et en bénéficier éventuellement tout de suite? Il est possible de bénéficier du crédit d'impôt immédiat sous certaines conditions. Pour en bénéficier, il faut se connecter donc sur son compte. L'employeur doit se connecter sur son compte de CESU, son compte employeur CESU. Activer le fameux CESU dont on parlait et à partir de là, il pourra activer le crédit d'impôt immédiat. Il me semble toutefois qu'au moment où il l'active, le premier mois, il n'en bénéficie pas. Il me semble. Maïwen, je ne sais pas si tu... Oui, c'est l'information qu'on a eue également, mais ça, il faudrait voir directement avec le CESU. Et je complète aussi que le crédit d'impôt immédiat et l'APA, pour le moment, ce n'est pas possible. Oui. Alors, on nous demande quelle différence entre assistant de vie, auxiliaire de vie, et comment s'assurer que les personnes aient vraiment fait un diplôme. Alors, le diplôme... Ce n'est pas obligatoire en fait, donc tout est, comme disait Flavie à un moment donné, il faut échanger en fait. Il y a un entretien d'embauche, il faut échanger sur le parcours de la personne, le parcours du salarié, et c'est là en fait où l'employeur va voir si ça correspond ou non à ses besoins. Alors, il peut faire des formations grâce à Hyperia, justement, des modules de formation. Il y a également le diplôme d'assistant de vie, mais la formation d'assistant de vie n'est pas obligatoire. Comment savoir si l'école est sérieuse? Tout dépend de l'expérience, parce que c'est surtout, ça se joue beaucoup aussi à l'expérience, l'expérience de l'assistant de vie. Et puis s'il a fait la formation d'assistant de vie, il a déjà fait plusieurs stages, etc. Donc, je viens de voir la question passer, du coup je me permets, la période d'essai, elle n'existe que si elle est écrite sur le contrat de travail. Donc ça, c'est un autre argument pour rédiger le contrat de travail, hein. Effectivement, si sur le contrat de travail, vous écrivez qu'il y a une période d'essai d'un mois, eh bien, il y a une période d'essai d'un mois. Ok, on va prendre les toutes dernières questions pour vraiment terminer à 30. Est-ce qu'une aide-soignante diplômée, vous confirmez qu'une aide-soignante diplômée ne peut, dans le cadre d'un emploi direct, réaliser des soins tels que ceux réalisés dans un SIAD? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la délégation des soins, effectivement, il y a certains gestes de soins qui peuvent être effectués par une assistante de vie C, donc
En fait, on a l'assistante de vie A, B, C et D. L'assistante de vie A va faire certaines tâches, l'assistante de vie B va faire des tâches supplémentaires à l'assistante de vie A, et ainsi de suite. Vous retrouvez cette classification des emplois sur notre site internet. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point, mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur notre site internet. L'assistante de vie D peut réaliser des gestes de soins à condition d'avoir été formé par l'infirmier ou le médecin, un personnel professionnel soignant, et du coup d'avoir vraiment une autorisation d'un professionnel de santé pour faire les soins et qui prouve qu'elle a été formée pour le faire sur le particulier employeur en question. C'est pas parce qu'elle a eu, par exemple, une autorisation pour un particulier employeur qu'elle peut aller le faire sur un autre particulier employeur. Attention. Est-ce que le nombre d'heures peut évoluer d'un mois à l'autre? Oui. Oui, bien sûr. Il suffit de faire soit un avenant au contrat de travail si besoin, ou voilà. Ok. Morgane nous demande si son statut d'aidant se déclare uniquement au conseil départemental. À ma connaissance, oui, mais ça n'a pas forcément un lien direct avec l'emploi direct. Et enfin, oh là là. Non, je vois la question, ça fait plusieurs fois. Sur France Emploi Domicile, nous ne sommes pas un organisme du gouvernement. Oui, c'est vrai que ça induit en erreur le fait. Mais non, on est bien financé par l'AFEPEM, l'IRSEM, Hyperia et les syndicats de salariés, le FMF, enfin beaucoup de différents partenaires. Merci Maïwen. Allez, une dernière. Une aide médico-psychologique peut-elle faire une aide à la toilette ou donner des médicaments? Si elle est recrutée en tant qu'aide médico-psychologique, c'est pas un métier qui fait partie de notre secteur. Parce que nous, on est plus sur les assistantes de vie là pour tout ce qui est aide à la toilette. Après, peut-être que voilà, si elle veut avoir un double emploi, aide médico-psychologique et être en plus de cela recrutée en tant qu'assistante de vie, voilà, c'est possible, mais pas en tant qu'aide médico-psychologique. En tout cas, l'aide médico-psychologique ne peut pas être déclarée en CESU. Parfait. Je vous remercie. Il y a encore des questions sur France Emploi Domicile. Peut-être si on peut mettre le lien qui est France Emploi Domicile. Je pense que ça pourra répondre à un certain nombre de questions. C'est vrai que c'est pas évident à expliquer. On n'a pas pu prendre, mais malheureusement, on va devoir clôturer. Si vous avez des questions, je vous invite à nous envoyer un mail. Nous, on va vous renvoyer via la newsletter le replay de cette séquence. Et puis, on y mettra également le support que vous avez eu. Et peut-être qu'on refera une synthèse des liens, parce qu'il y en a eu beaucoup et je pense qu'ils sont importants pour que ça soit utile au plus grand nombre. Flavie, Maïwen, je vous remercie vraiment pour ces présentations, ces détails, c'était vraiment précieux. Je vous donne juste les titres des prochains webinaires que nous organisons. L'aménagement du logement en mars, la gestion du budget quand on est aidant avec son proche en avril, et on va traiter de l'AESH sur l'école et les enfants en situation de handicap en mai. Voilà, Maïwen, Flavie, merci. Merci à vous. Et merci à tous. Je vous dis à bientôt.